Ouais, bah, on va faire comme ça, hein, c'est bon, merde. Non, mais c'est une question de répartition du poids. Si je me tiens droit aussi, tu vois, ouais, ça, de suite, ça a l'air plus... Ouais, en plus, oh là, ah oui, ouais, ça marche bien. Oh, c'est... Waouh, la tenue. Et sinon? Et sinon, je sais pas si tu te souviens, dans la dernière vidéo, il y a quelques semaines, on avait répondu à des questions. On avait dit aux gens, mais si vous avez d'autres questions, bah, allez-y, foncez. Bah, du coup, j'ai récupéré les questions. Ouais. Et puis, bah, on va y répondre. Ok, ça va. Allez, c'est parti. Alors, je te laisse lire, hein, parce que moi, j'ai pas mon... T'as toujours pas ton trombinoscope? Voilà. Allez, c'est parti, je vais lire ça. Bonjour, comment faire pour les poissons et les crevettes l'été? Température à plus de 40 dans le sud, au soleil. Alors, c'est plutôt à Londres. Oui, aussi. Il y a plein de solutions. On peut ventiler l'eau, on peut mettre quelque chose qui permet de mettre en excès l'oxygène dans l'eau, genre les oxydateurs mini. Il y a aussi des groupes froids, pour ceux qui ont des gros bacs, ça peut être sympa. Il y a aussi climatiser la pièce dans laquelle il y a les aquariums. Voilà, donc il y a pas mal de solutions. Toi, tu verrais quoi, toi? Non, je pense que tout ce que tu as dit, ça fonctionnerait très bien dans le sens où, à partir du moment où tu as une élévation de température, qu'il soit dans le milieu ou au sein de l'aquarium ou du bassin ou peu importe, il y a forcément un appauvrissement au niveau de l'oxygène. Donc, ce qu'on va vraiment venir chercher à faire, c'est réoxygéner tout ça. Et les solutions que tu as citées me semblent très bien. Voilà. Refroidir l'eau par les crevettes que sur les poissons. Hein. Refroidir l'eau par l'évaporation en ventilant. Il y a des petits ventilateurs qui existent exprès pour les aquariums où on fait des bricoles comme moi j'ai fait chez moi. Oui. Ça sert à rien de vous amuser à mettre des pains de glace dans l'eau. Pourquoi? Parce que vous faites baisser la température de l'eau, mais quand vous allez l'enlever, la température de l'eau va remonter. Donc c'est vraiment pas une bonne solution. Vous faites que des chocs thermiques et à la longue vos bestioles n'aiment pas. Ah oui. Donc il faut penser à l'oxygénation. Si on n'arrive pas, on refroidit soit par ventilateur, ça vous fait garnir 2-3 degrés. Par contre, ça marche quand même assez bien. Hein. Ça marche bien. Par contre, beaucoup d'évaporation. Ouais. Donc il faut remettre de l'eau osmosée et de l'eau vraiment osmosée. Si vous allez en animalerie qui vous file de l'eau pas terrible, vous allez détruire votre bac aussi. Demandez à la tester avant. Oui. Voilà. Parce que là, en gros, vous remettez tous les 3 jours de l'eau osmosée. Donc c'est un petit peu contraignant. Pour les gros bacs marins ou des gros bacs d'eau douce, il existe des groupes froids. Alors c'est assez coûteux, c'est pour ça qu'on les réserve à des gros bacs et plutôt marins parce qu'il y a des cheptels ultra coûteux. Ouais. Voilà. C'est dans le budget du marin, quoi. Ou climatiser votre pièce, c'est-à-dire vous achetez un petit climatiseur mobile et puis vous le mettez dans votre pièce et vous climatisez avec ça. Ça marche. Ça marche aussi, ça consomme, mais ça marche. D'accord, mais du coup, je vais rebondir sur un point, parce que toi, ça c'est plutôt des environnements fermés et à l'intérieur. Moi, mes poissons, par exemple, mes koi, mes poissons rouges que je mets dehors, on les retrouve toujours au rayon eau froide. Donc, c'est les poissons qui aiment le froid. Là, ils vont avoir super chaud. Comment on fait l'été? Oh là là, ça alors, quel dommage! Je suis bien questionneur, là. Eh ben, il faut brasser l'eau en surface. Donc, vous avez des petites fontaines, des petits trucs comme ça. Donc, ça permet l'oxygénation. Par contre, le fait de brasser, ça mélange aussi avec l'air. Donc si l'air est à 40 degrés, votre eau va avoir tendance aussi à augmenter en température. L'autre solution, c'est buller à mort. Il existe des gros bulleurs qui envoient beaucoup. Donc ça, vous mettez ça sature l'eau en gaz, hein, pas que en oxygène, mais en gaz. Mais il y a forcément l'oxygène, pardon. Donc les poissons vont en profiter. On ne nourrit pas trop quand il fait chaud. En période orageuse, on bulle à mort et on stoppe le nourrissage parce que ça fait faire des grosses chutes de pression atmosphérique, donc des chutes de taux d'oxygène, enfin de saturation gazeuse, hein, pour être précis. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il faut mettre le bassin, entre guillemets, à l'ombre. Donc, on met des voiles d'ombrage au-dessus de l'eau. Ça évite que les rayons de soleil tapent directement, donc d'avoir des algues, d'avoir une eau verte et d'avoir une eau trop chaude. Voilà, donc des astuces aussi pour les bassins, il y en a. Mais du coup, ils craignent le chaud, ils craignent pas le chaud, les poissons de bassin? Bah si, oui, ils craignent le chaud. Hein. Passé 29, une carpe ne s'alimente plus. Et passé 31, elle meurt.
parce qu'elle n'arrive plus à s'oxygéner, en fait, elle n'arrive plus à trouver l'oxygène dont elle a besoin. Donc, on peut passer ces caps-là, on peut dire qu'on peut nourrir une carpe jusqu'à 30 degrés en bulant vraiment à mort. Mais bon, moi, dès qu'on arrive à 37, 38, on ralentit la fréquence de nourrissage. 39, on arrête, hein, on stoppe tout. On bulle à mort. Et puis voilà, et 30, 31, 32. Il faut savoir un truc, c'est que vous allez en Thaïlande. L'eau, en hiver, elle descend à 25, mais en été, elle monte largement à plus de 30. Et ils continuent à nourrir. Donc, ils ont une souche qui est adaptée à ça. C'est pas un poisson qui grandit très vite. Ils ont tendance à être pas nains, mais bon, ils font, je sais pas, 70, 80 pour les plus gros, et ils ont des années et des années. Donc, en fait, ce sont des poissons à croissance lente qui se nourrissent très bien jusqu'à 29 degrés à peu près, hein, et qui sont très, très résistants à 33, 34 degrés. Ces poissons arrivent encore à évoluer. Par contre, eux, c'est simple, leurs bassins sont bullés à mort. L'eau est changée quasiment tout le temps, etc., etc. Vous n'avez pas d'eau stagnante dans ces conditions-là. Ah, ils ont de l'eau là-bas, c'est pratique. Hein. Voilà, mais il y a des mares de partout. Donc, mais voilà, c'est des sélections précises qui répondent à un besoin précis. C'est pas forcément ce qu'on va retrouver chez nous. Quoi. Ce sont leurs souches, c'est pas des souches japonaises parce qu'elles ne tiendraient pas, elles ne survivraient pas. Ce sont leurs souches. Donc c'est pas des souches extraordinaires. Ils ont aussi de très belles souches qui sont élevées par contre dans des environnements fermés, conditionnés, enfin avec de l'air conditionné, donc un peu plus frais, qui sont un petit peu plus résistants. Mais voilà. Une carpe, normalement, c'est 31 degrés, elle meurt. On peut passer ce cap-là, mais il faut vraiment s'y préparer. C'est pas, voilà, vaut mieux éviter vaut mieux éviter d'arriver à cet extrême-là que de se dire, oh, mais si j'arrive, je fais en sorte de, normalement, avec la surface d'eau qu'il y a et l'évaporation, etc., c'est pas les températures, ou si on n'est pas en plein soleil, comme tu le disais, on ne doit pas y arriver, normalement, même en bassin. Cet été, on a eu des températures à 38, 39 et même 40, hein, on a eu un 40 et quelques, 40,5 ou je sais pas quoi. Mais avec les zones d'ombre, normalement, le bassin... moi, j'ai un voile d'ombrage, je bulle à mort et aucun souci, je continue encore à nourrir mes poissons. Donc, il y a moyen d'aider, de pallier à ça. Mais voilà, donc on n'est pas, on en reparlera peut-être dans 10 ans où les conditions seront pires, mais pour le moment... Pour l'instant, on sait faire, on a les solutions. Voilà, on a les solutions, il faut mettre des voiles d'ombrage, il ne faut pas avoir peur. Nickel. Ouais. Merci Steph, tu as une belle réponse, je pense qu'avec ça, on devrait avoir de quoi faire pour régler ce genre de soucis au niveau des températures. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonjour. C'est vrai bonjour, bonsoir. Ça dépend de ce qu'on lit en fait. Voilà. Bon réveil aussi. On ne sait pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et bon café. Merci pour ces vidéos que je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt. Merci à toi. Ma racine est en eau et je souhaite y ajouter des plantes dessus. Est-ce que je suis obligé de la sortir du bac? Parce que j'ai déjà vu une vidéo dans laquelle il y avait des aquascapers qui collaient directement sur la racine. Merci à vous et très belle soirée. C'est possible. Moi, j'ai un problème avec la colle, c'est que j'ai plus tendance à coller les doigts qu'à coller les plantes. Donc, je préfère avoir la racine hors de l'eau et plutôt sèche pour le faire. Mais en fait, ces colles-là sont développées pour coller en milieu humide et même sous l'eau. On peut utiliser pour coller des coraux sous l'eau. Les coraux, on ne va pas sortir la roche, on peut le faire sous l'eau. On peut le faire les deux, exactement. Donc, ça marche. Mais voilà, après, chacun son truc. Moi, mon expérience, c'est hors de l'eau. Voilà. C'est quand même pratique, moi je trouve, parce que tu peux vraiment tourner, aller où tu veux dans la racine, là où quand tu es contraint par le bac, c'est plus délicat. Rester dans l'eau, la main dans l'eau, attendre que la colle, elle veuille bien me lâcher le doigt. Tout à fait. C'est un peu enquiquinant. Puis il faut trouver la colle qui correspond à ce genre de besoin. Quand on dit, par exemple, que vous pouvez utiliser de la super glue classique, sous l'eau, elle va peut-être un peu moins aimée au début. Hein, je pense que ça reste faisable, mais si c'est pour que ça vaut mieux une colle en gel. D'une manière comme une autre, c'est de la colle en gel et pas de la colle liquide, parce que la colle liquide a tendance à devenir sèche trop rapidement et à attaquer un petit peu le système racinaire. En gel, c'est plus doux. Voilà. Et celles qui sont vendues, la microlist et tout ça, c'est vraiment fait pour ça. Ouais. Et les mecs, ils y vont, ils collent sous l'eau, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fonction de si tu trouves ça plus pratique de ne pas la sortir ou de la sortir, et si tu as la colle adaptée, tu peux le faire. Oh celle-là, je sens qu'elle va te plaire. Peut-on mettre des crevettes avec des kilis? Les kilis, c'est fait pour des volumes qui vont correspondre à la taille de ce qu'on va avoir pour les crevettes. On peut. Moi, je dis on peut. Après, ils vont bien manger, ils vont bien se régaler. Ils vont être bien dodus, ouais. Alors, en fait, je ne suis pas convaincu du fait qu'ils les mangent. Par contre, ils vont un petit peu les harceler jusqu'à ce qu'elles soient mortes. Une fois mortes, ils la mettront en pièces. Ou pas, peut-être que ça bouge plus.
Et j'ai vu un bac où il y a les deux en même temps et ça se passe à merveille. Sauf que bon, il y a de la repro, il n'y a pas de jus. Mais pour l'entente, ça peut se faire. Donc, petite espèce de kili éventuellement. Mais je déconseille les kili avec la crevette. Et puis les kili avec un petit volume de 10 litres, on peut mettre un trio. Hein, faut pas avoir peur. Là, ils vont dire plein de variétés. Non, c'est demander à ceux qui élèvent des kili, vous allez voir dans quel volume ils les mettent. Donc on peut les mettre dans des petits volumes. Les crevettes, on peut les mettre dans des petits volumes, mais par contre attention aux variations de paramètres. Kili, c'est pas forcément les mêmes paramètres que des crevettes des Neocaridina, il faut faire attention. Bien que les souches de kili aujourd'hui sont plus tolérantes et supportent des pH neutres à très légèrement basiques, c'est-à-dire 7,5. Normalement, si on met un Autobranchus avec une Davidi, par exemple, ça ne va pas le faire. L'Autobranchus, il va être à 5,5, 6. Davidi, il ne va pas aimer. Donc, voilà. Voilà. Un peu trop acide pour elle. Voilà, renseignez-vous bien sur les espèces que vous voulez mettre ensemble. Voilà. Et si c'est pas compatible, n'insistez pas. Mais d'une manière comme une autre, en principe, kili, crevette, comme la crevette c'est coloré, le kili il aime pas trop la couleur, ça peut jaser. Oui, donc voilà, donc c'est pas parce que le volume va correspondre aux deux espèces que forcément l'entente se fera. Hein. On a déjà discuté un peu ce que tu as entendu dans la dernière vidéo. Donc voilà, faire attention. Et voilà, les kili qui vont faire 10 cm en taille adulte, ça existe. Bon, eux, forcément, ils ont peut-être plus tendance à gober des petites crevettes qui vont faire 2-3 cm. Par contre, des kili qui vont faire 1,5 cm à 2 cm en taille adulte, bon, là, il n'y aura peut-être pas de juvénile. Mais la plus de chance, mais voilà, après, c'est tellement, comme je disais, c'est tellement teigneux qu'ils peuvent harceler la crevette jusqu'à ce qu'elle meure, sans pouvoir l'attaquer. Mais en tout cas, un kili, un mâle, des fois, c'est... Les gros afios, les gros notos, je suis d'accord avec toi. Un afio, quand tu le mets avec un duo ou un trio de femelles, il passe son temps du matin jusqu'au soir à les harceler. Il ne s'arrête jamais. Donc, c'est attention, un kili, quand il pète un câble, il pète un câble. S'il a décidé de se faire la Sakura, il y arrivera. Hein. Matin, midi, soir, peut-être même au milieu de la nuit. Voilà. Ouais, donc voilà, attention à ce que vous mettez ensemble, même si dans les volumes ça va. Faites attention à l'entente. Petite question. Bonjour, j'ai un souci d'algues avec des taches vertes qui reviennent sur les vitres chaque semaine. Chaque semaine. Voilà. Je dois les nettoyer. Avez-vous une idée? Merci. Alors, ces algues vertes sur les vitres, est-ce qu'il y en a aussi sur le fond, sur les feuilles? Est-ce que c'est gélatineux? Si c'est ça, c'est de la cyanobactérie. C'est très chiant à enlever. Voilà. Donc, il y a des produits, il y a des protocoles. On en a déjà parlé dans les vidéos. Ça marche ou ça marche pas. Voilà. Et ça marche, ok, mais si on n'a pas résolu le problème en amont, c'est-à-dire la qualité d'eau, ça revient. Oxygénation, les zones amorphes, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la chaleur, etc. Donc, cyano, c'est délicat. Et si c'est juste des taches vertes, basiques, de la verte encoutante qui se développe parce que il faut gérer la lumière, il faut éviter les carreaux, il faut diminuer l'éclairage, voir s'il n'y a pas un petit déséquilibre de l'eau, et puis en principe ça se fait. Pas hésiter à rajouter peut-être quelques plantes aussi. On s'aide de produits si on veut accélérer le phénomène, et puis ça peut le faire. Ouais. Il y a quelques espèces aussi en ce moment que j'aime beaucoup, moi c'est les Néréthéons, une Batman là. Ça, j'adore, parce que ça reste vraiment bien scotché sur la vitre. Ouais. Et alors, ça passe son temps à faire droite-gauche. Quand on en a un petit groupe de quelques-uns, là, ça tient bien les vitres propres, quoi. Ça peut le faire. Tu vois, quand il n'y a pas de problème, c'est type, ça fait vraiment garder nickel, mais quand il y a un petit problème dans ce genre-là, ça peut aider. Par contre, faire toujours attention de bien trouver, comme tu disais, le déséquilibre, d'où ça vient en premier. Parce que juste trouver des solutions tout en gardant les déséquilibres, à terme, ça va nous emmener à une catastrophe au niveau du bas, quoi. Ok. Je crois que ça, tu avais déjà répondu en perso, mais on va peut-être faire la réponse pour tout le monde. Ouais. Petite question, je viens de trouver des larves de moustiques dans mon aquarium à crevettes. Est-ce que c'est un problème? Non. En fait, non, c'est pas un problème. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est pour la personne qui est dans la pièce avec cet aquarium.
Les larves de moustiques sont totalement inoffensives, hein. Elles vont manger tout ce qu'elles vont trouver dans le bac, mais ce sont des macronutriments qu'elles vont trouver dans la vase. Ne prends pas les crevettes. Absolument, elles ne touchent pas les crevettes, mais vraiment pas, et ça fait même pas de compétition alimentaire. Par contre, durée de vie, je crois, une larve de moustique, c'est 4 jours, un truc comme ça. C'est assez rapide. Hein, c'est très rapide, et ensuite ça sort un très joli moustique qui aura très faim et qui viendra vers la première personne qui va croiser, c'est-à-dire vous. Donc, voilà, dans l'absolu, c'est pas gênant. Maintenant, un petit guppy dans le bac, il en fait son affaire, et puis salut. Donc voilà, mais larve de moustique, ça veut dire que vous avez pas mal de moustiques chez vous qui vous piquent, donc ils finissent par réussir à pondre dans votre aquarium, et puis ils donnent des nouveaux moustiques, et puis c'est un cycle infernal. Donc couvrez votre bac, et puis on n'en parle plus. Par contre, bien faire attention que larves de moustique, comme tu dis, pas de danger, mais les larves de libellules. Ouais, alors après c'est un peu plus gros, on voit bien la bête. Hein. Ouais, on voit bien la bête, mais là pour le coup, toutes les larves ne sont pas inoffensives. Elles sont prédatrices, libellules, lytiques, notonectes, toutes ces larves-là sont des prédatrices, et elles vont tout bouffer vite fait. Hein. Donc là, les crevettes, attention. Voilà. Oh, alors, on en a discuté aujourd'hui en plus, comme quoi. C'est une question chiante. Bon, c'est ce qui est écrit. Ah, c'est moi. Aux USA, les conditions de maintenance / litrage de beaucoup de poissons sont complètement différentes par rapport à ce qu'on trouve en France. Je pourrais même en Europe. Par exemple, il apparaît normal pour eux, d'après toutes les grandes chaînes d'aquarium américaines, d'avoir un petit groupe de scalaires dans ce qu'ils appellent des 55 gallons, donc plus ou moins 200 litres. Oui, effectivement, c'est le cas. Comment expliquez-vous ces différences de point de vue ? J'ai tellement l'impression qu'ils parlent de minimum requis à leur maintenance sur le long terme, sans qu'ils en souffrent, alors qu'en France, quand on dit minimum, on a plutôt tendance à se dire qu'avec ça, ils auront assez pour être heureux. Qu'en pensez-vous ? Alors, si aux États-Unis, ils en sont à 200 litres, en Thaïlande, ils y seront à 80 litres. Tant que les nageoires ne touchent pas la surface, c'est pas le truc, sauf qu'eux, ils n'ont pas de décor, c'est vraiment nu, donc... encore différent, et puis les poissons, quand ils sont vraiment en grosse densité, ils ont un comportement aussi différent. Moi, je pense qu'en France et en Europe, on voit le côté loin où le poisson va grandir et éventuellement même se reproduire, et on veut qu'il soit dans des conditions, alors on peut pas dire proches du naturel parce que c'est impossible, mais dans des conditions vraiment optimales pour que le poisson puisse s'éclater. Voilà. Dans la nature, les conditions, l'eau elle est renouvelée en permanence entre guillemets. L'environnement est super vaste. Les poissons se baladent tous les jours, découvrent de nouvelles choses. On peut pas le reproduire en aquarium. Par contre, je sais qu'on veut du bien-être. On veut, hein, en fait, on n'est pas un poisson, on peut pas savoir ce qu'il veut réellement. Mais on a une bonne petite idée, donc on va dire oui, un groupe de scalaires, ça serait bien qu'ils évoluent dans 300 litres minimum, parce que s'ils se reproduisent, parce que là, on voit plus loin que ça. Les États-Unis, ce sont des gros bourrins. Ce sont des gros bourrins qui se donnent de gros moyens. Ils vont vous prendre des scalaires, ça va grossir dans un 200 litres, et puis ils vont se dire, ok, pas de problème, je fais un nouvel aquarium, 600 litres, pouf, voilà. Donc ils vont vous dire, oui, 200 litres minimum pour que vos scalaires s'amusent, mais vous allez vite vous rendre compte que, non, faut passer au-dessus. Enfin, je regarde aussi, hein, je suis pas mal d'aquariophiles qui sont là-bas, ils sont complètement fous, quoi. Ils vous font des mélanges d'espèces, ils font n'importe quoi, ils vous prennent des poissons, ça leur plaît pas, ils les rebalancent dans la nature. Bon, on voit ce que ça donne aussi. Mais en termes d'aquariophilie, ils sont un petit peu foufous. Et à la fois, ils sont très sérieux parce qu'ils arrivent aussi à identifier quand un poisson a un problème. Et ils se donnent les moyens. Ils rigolent pas, hein. En fait, ils vont pas faire du bricolage. Selon les régions où ils habitent, ils ont carrément des grands bassins dehors. Et ils mettent les poissons une grosse partie de l'année dehors parce que l'eau, elle est à 28 tout l'été. Et puis, ils rentrent ça en automne chez eux. Ils ont aussi des grands bassins dans leur garage ou des gros aquariums. Enfin bon, voilà, c'est un pays un peu de l'extrême. Donc, les États-Unis, c'est une aquariophilie qui leur est propre.
Nous, en Europe, la nôtre, elle nous est propre. On ne supporte pas qu'un bêta soit dans un petit volume d'un demi-litre ou 1 litre. Vous allez en Asie, pour eux, c'est tous les éleveurs, tous les gros éleveurs, c'est comme ça se passe comme ça. Surtout n'en mets pas plus. Et voilà. Et bon, on a tous une philosophie. Nous, on privilégie le bien-être, on fait beaucoup d'extrapolation, on se met à la place du poisson, donc voilà. Oui, l'humanisation, clairement. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Ce que font les États-Unis, ça marche très bien. La Thaïlande, ça marche très bien. Enfin, moi, vous avez vu la vidéo de Chatuchak, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai jamais trouvé de poisson mort. Pourtant, les conditions, vous avez des poches de koi qui sont posées sur le trottoir, il fait 37-38 dehors, j'ose même pas savoir quelle est la température de la poche. En fait, on le voit pas forcément, mais ils passent l'arrosoir toutes les 20 ou 30 minutes. Ils arrosent les poches, avec l'évaporation, ça refroidit et ils maîtrisent le truc. Et dès qu'il y a du soleil, ils mettent ça à l'ombre. Enfin bon, bref. Mais voilà, chaque pays a ses façons de faire qui leur sont propres. Ils savent ce qu'ils font. Nous, on voit ça vite fait d'un certain œil et ça peut nous choquer. On voit pas ce qu'ils font derrière. Culture, hein. Ouais. Donc, les États-Unis vont vous dire, ouais, 6 scalaires dans 200 litres, nickel. Et puis 6 mois plus tard, ils les ont basculés dans un 600 litres et puis voilà. Sauf que eux, ils ont vraiment les moyens de faire les choses et puis ils n'hésitent pas. Ils sont pas à réfléchir, ils n'hésitent pas, ils rigolent pas. Ouais, et puis comme tu disais, je pense qu'en France, on a vraiment cette culture où, comme c'était d'ailleurs dit dans le commentaire, on a besoin d'être sûr que le poisson soit 100% sa capacité maximum de pouvoir s'épanouir à 100%, que ce soit au niveau du décor, au niveau de l'alimentation, au niveau de sa taille. Là où aux États-Unis, entre guillemets, alors déjà, je pense que dans leur sélection de poissons, ils ont des poissons qui sont bien différents Ouais, et ils ont déjà. des scalaires qui ne grandiront pas autant que nous en Europe où on a beaucoup plus de jugement à porter sur ah ouais, mais l'espèce, c'est pas vraiment l'espèce modifiée. Je vois de plus en plus de commentaires et d'explications, par exemple sur les poissons rouges. Non, mais les poissons japonais avec les gros yeux, non, mais la forme qu'ils ont, non, mais ça ressemble plus du tout à l'espèce naturelle. Donc, on a tous notre point de vue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans notre culture européenne de l'aquariophilie, la modification de l'espèce par rapport à son état d'origine, c'est quelque chose où il y a une grosse majorité qui vont vous dire on en est contre, parce qu'on veut garder la pureté, on veut éviter de croiser les espèces, on veut éviter de faire des hybrides. Moi, je vais lancer un pic, je vais être un petit peu vache, mais ces gens-là qui vont dire ouais, poisson télescope, c'est pas cool, qui ont un boxer, un carlin chez eux, il faut quand même qu'ils révisent un petit peu le truc et qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Les poissons rouges, ça fait depuis le Moyen-Âge, voire même avant que ça existe, que ces sélections existent. Je veux dire, voilà, c'est un télescope maintenant, enfin, je veux dire, et ça a 300-400 ans de sélection. Ah oui, non, mais... À un moment donné, voilà, ça fait partie du poisson. Ça s'éloigne peut-être de l'espèce du Carasus auratus, mais voilà, cette sélection est là. Moi, je suis un peu plus choqué quand je vois les carlins, ça vit difficilement une dizaine d'années, ça ronfle tout le temps et ça a forcément des problèmes respiratoires à un certain moment. Je kiffe ces chiens, mais les pauvres, ben voilà, bon. Mais je vais pas critiquer les gens qui ont ces chiens parce qu'on a des poissons rouges qui ont des gueules voilà. Je vais en Asie, je vois des short body, des poissons qui peuvent faire 2 mètres de long et qui sont à 50 cm avec une tête énorme et une queue ridicule. Voilà. Chacun son délire, ça c'est sûr. Non, donc voilà, il y a vraiment tout ce côté culture aussi, voilà, qui est là vraiment sur le, voilà. Donc si eux ils ont des scalaires qui entre guillemets en taille adulte vont faire 10 cm ou 15, mais que dans 200 litres ils vont faire que 12 ou 13, quitte à perdre on va dire 20 ou 15% de leur taille, ça ne les choque pas, ça ne pose pas de souci. Pour eux, l'estimation de la vie, bon, normalement ça doit vivre 10 ans, le scalaire, ou 15 ans, ouais, franchement si ça vit que 8 ans, c'est bien. On est un peu dans cette idée-là de ça suffira. Ils ont une grosse culture aussi de la filtration. Il y a ce côté-là. Il y a effectivement ce côté-là tout public aux États-Unis. Il y a ensuite ceux qui rigolent pas, donc qui eux vont se dire c'est bon, mes scalaires, hop là, 600 litres, et puis ils vont devenir énormes. C'est une exception, comme en France, on a des gens qui... C'est pas trop des exceptions, hein. Il y en a quand même pas mal qui sont comme ça, qui franchement... Moi je trouve que c'est très hétéroclite et qu'il y a de tout dans ces pays-là. Oui. Après voilà, c'est toujours celui qui parle le plus fort et qui, entre guillemets, qui en donne le plus de... non, ça on est d'accord. Mais voilà, pareil, je veux dire, quand je vois des filtrations qu'ils mettent, par exemple, sur un bac de 200 litres, ça n'a rien à voir avec les filtrations qu'on peut mettre nous en Europe. Donc forcément, la qualité d'eau qui est derrière, même si le volume est plus faible,
et ben il va suivre, etc. Bon, c'est toujours un débat. Un bac comme ça, là, tu as déjà une filtration de piscine qui fait C'est un truc de fou 50 furieux, ou 100 litres. Hein. il est avec 4 mètres et demi de décante derrière. Voilà. Donc non, c'est vraiment, vraiment bien costaud. Puis Ouais. voilà, comme tu disais, il y a des gens, ils ont des piscines, les piscines Intex, la bleue, là, gonflées avec des ponts de marins ou des trucs partout dans le garage, etc. Là où chez nous, mon Dieu, mais quelqu'un oserait mettre une piscine dehors dans son jardin avec des poissons dedans? Non, bah non. Ça ressemble à rien, c'est pas beau. Ah non, mais c'est pour le plaisir de conserver les poissons, quoi. Beaucoup de gens font du pobellarium, sortent leurs poissons dedans et se rendent compte que ça se reproduit bien, que les poissons sont sains, avec des superbes couleurs. Qui mangent bien. Ah, voilà, ça se tente. Donc voilà, grosso modo. Un jour, ça rentrera dans les mœurs. C'est ça, question de culture, question d'habitude. Ce que c'est, je pense aussi une chose que nous on doit prendre en compte, c'est-à-dire que ce que nous on montre en tant que, on va dire, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, créateur de contenu. En général, c'est compliqué de se qualifier, mais ça va aussi impacter sur l'aquariophilie de demain. Ouais. C'est-à-dire que tous ces gens qui vous conseillent des choses en mode faites comme ci ou plutôt comme ça, regardez ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça conditionne les gens. Je veux dire, quand sur les forums on disait non mais regardez les Dagno Ririo ou les veuves avec des injections de couleurs fluorescentes, c'est un scandale, c'est une honte. Mais il n'y a pas eu les mêmes choses aux États-Unis, il y en a partout. Alors oui, effectivement, entre guillemets, on peut trouver des avantages à ces poissons-là parce que elles sont de couleur. Alors, est-ce que la nuit ils arrivent à dormir? Est-ce que c'est oui, enfin, en attendant, ils arrivent très bien à s'alimenter, à grandir et à vivre correctement aussi. Alors, tu veux dire qu'on est des influenceurs? C'est un petit peu le mot. Chacun à son échelle. Hein. Il y a bien plus gros que nous, heureusement. Mais on va peut-être aller à Dubaï alors. On va peut-être aller à Dubaï parce que trop cher les impôts. Hein. Pouf, oh là là. Question suivante. On a assez longtemps sur celle-là. Hein. Quand est-ce qu'on va à Dubaï? Alors les gars, on met une cagnotte Litchi directement dans la description. Quand on arrive à 10 000 €, on part à Dubaï. Ouais, bah non, pas 10 000, 10 millions. 10 000. Parce qu'il faut payer le logement, il faut payer les voitures de luxe, il faut... Voilà. Oui, voilà, tout ça. Non, on va pas s'embêter avec le logement, on va faire que des hôtels. Ouais. Ah putain, ouais, c'est bien ça. Oui. On fait comme il dit. Voilà, la cagnotte Litchi, c'est en dessous. Voilà, 10 millions d'euros, on part à Dubaï. Merci. On prend un PayPal, les virements, tout. Les chèques, mais pas en bois. Non, pas en bois. Papier, c'est du bois. Alors, selon vous, c'est quoi la taille maximum d'un aquarium en appartement? À l'étage? C'est plus facile la question en rez-de-chaussée. Alors à l'étage, moi je dirais 2000 litres. Ça passe bien, surtout chez le voisin du dessous. Ça passe bien chez le voisin du dessous. Ça dépend du plancher. C'est hyper dur comme question, ouais. Ça dépend clairement du plancher. Ça dépend du plancher. C'est pas où poser dans il y avait des lois de tant de kilos par mètre carré, je ne m'en souviens plus. Ouais, en fait, ça dépend en quoi est ton plancher. C'est-à-dire que c'est un plancher en bois, effectivement, tu vas éviter de dépasser les 150 kg par mètre carré. Après, tu as des techniques de répartition des poids pour être en sorte que l'aquarium, même s'il fait 500 kg, si tu le répartis sur 2 mètres carrés, tu répartirait, entre guillemets, 250 kg par mètre carré. Après, c'est des techniques, c'est des trucs à connaître, à savoir faire. Au pied d'un mur porteur et pas au milieu d'une pièce, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'aides. Alors, le mieux, si tu es en location, renseigne-toi auprès de ton syndic, qui va se renseigner auprès de l'architecte et tout ça, celui qui connaît qui pourra donner des valeurs. Il y a aussi peut-être des syndics qui interdisent les aquariums, donc ça après il faut faire profil bas. Posez une question pour un vaisselier. Mais il faut essayer de savoir ce que la construction est capable d'admettre et se mettre en dessous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va se rapprocher des fois de l'aquarium pour l'admirer, donc on va rajouter aussi son poids. Donc si on veut éviter des problèmes, voilà. Après, je ne sais plus, à un moment donné, il y a des dalles à plus de 300 kg le mètre carré, ça veut dire qu'on pourrait mettre éventuellement à 600 litres. Oui, si repose sur 2 mètres carrés, après il faut faire attention, parce qu'il faut prendre en compte le poids de la dalle. Il faut prendre en fait le poids de beaucoup de choses, du décor qu'on va mettre dedans, de la flotte, des trucs, enfin... C'est très compliqué. Donc, on peut même des fois dépasser ces normes parce qu'en fait, ce sont des normes, mais c'est toujours fait de manière. Mais c'est sur le reste des mètres carrés, etc. Voilà. Et les sécurités. Mais bon, respectez les normes du plancher en question. Mettez-vous un petit peu en dessous pour de la sécurité, pour pas avoir de problème. Je sais pas, moi, dans mon studio au 5e étage, alors. J'ai fait des étagères, je dépasse pas 200 kg par mètre carré. Voilà. Je dépasse pas ça. Donc je sais que je suis tranquille. Il me reste encore 6 bacs, un poubellarium et un bassin.
Ils sont bien répartis Voilà. avec tout ce qu'il faut. Et si Après, quelqu'un a la gentillesse de m'offrir un 200 litres, bah, je me mettrai un 200 litres. Parce que moi, je suis pauvre. Je comprends. On va trouver quelque chose. Voilà. Non, je Dans la déconne. cagnotte Litchi, vous envoyez un 200 litres à ça. Mais non, Non, peut-être qu'à après, terme, je vais remettre un petit 200 litres. Ouais, j'ai un Bon. vieux projet qui me Ah, de quoi retravaille, faire. mais bon. Voilà, je dépasserai pas 200 litres. Voilà. Même si j'aimerais bien plus gros, je vais pas dépasser 200 litres. Parce que voilà, ça prend de la place, parce que je veux pas avoir d'histoire. C'est lourd. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes en location, voyez avec le syndic. Si vous avez acheté, trouvez le constructeur, l'architecte ou quoi que ce soit. Demandez-lui les normes, respectez les normes. N'allez pas nous mettre un bac d'1 m3 au 6e étage parce que Attention aux années de construction de vos bâtiments. il y a, je sais pas moi, une carrière qui fait un tir de mine, un tremblement de terre, je sais pas quel truc événement qui pourrait réaliser, qui pourrait fragiliser la dalle. Mais voilà, mais l'assurance, elle ne couvrira pas, ça passe à travers. Et Quoi. ça, c'est mort. Un aquarium qui fuit, ça fait un dégât des eaux. Attention avec votre assurance, ça peut très bien aussi vous le mettre dans l'os. Oui. Il y a plein de... Voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi réfléchir. Voilà, après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a quand même des gens qui, avant vous, ont fait des tests. Moi, personnellement, je n'ai pas en tête, ou ça m'a jamais eu, alors, ça m'aurait choqué, tu vois, un gros, j'abuserais peut-être, mais tu vois, genre le Figaro, le Parisien, un truc. Un aquarium passe à travers. Je l'ai jamais entendu. On n'a jamais entendu. Maintenant, pourtant, je suis sûr qu'il y a des fous qui mettent des 10 000, enfin des 1000 litres au 6e étage. Il faut déjà le monter. Très très vieux, mais il faut déjà le monter. Déjà, si ça passe pas la porte, c'est pas bon signe pour le mettre. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Non, mais il faut essayer d'être raisonnable, voilà. Sur les bâtiments récents, je pense que vous pouvez aller sur des volumes comme ça jusqu'à 1,50 m sans trop de problèmes. Ça pourrait presque loger. Par contre, il faudrait que le reste de la pièce ne soit pas chargé en ameublement. Si c'est ça, pour mettre le canapé à côté pour regarder les poissons et que vous êtes aussi sur le canapé, quand on a la télé, le meuble télé, machin. Et ça peut commencer à faire lourd. Voilà, le meuble porteur, etc. Après, il faut savoir que là, ici, on est à un étage. On est au-dessus de la shrimp. Sauf que la shrimp... ça tombe sur moi, là? Bah ouais. La shrimp a été dimensionnée, il y a des espèces d'IPN, donc on peut y aller comme un port. Ça faisait partie du cahier des charges, on peut mettre plein d'aquariums à cet endroit-là. Donc nous, la dalle, elle supporte... Mon poids déjà, ce qui est bien. C'est vrai. Attends, et du coup, ma prime de risque, c'est ça? Moi, je croyais que c'était le risque de me faire mordre par les crevettes. Bon. Ah non, c'est le risque de me prendre un aquarium sur la tête. Bon, c'est bien. Ouais, ma foi. Bon, Steph, je crois qu'on a dit beaucoup de bêtises et beaucoup de réponses. Ouais, surtout des réponses. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Ouais, je pense qu'on peut aller... Si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire et puis on va continuer ce format. Bah oui. Pense que... Vous avez des questions, on a des réponses, on continue. Voilà. Ah. Merci à vous. Allez. Et on se dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Et n'oubliez pas la cagnotte Litchi pour le 200 litres de Steph. Pour les 10 millions de Dubaï. Yes. Merci. Ouais. Merci. À choisir, tu préfères pas d'un 200 litres plutôt qu'un voyage à Dubaï? Tu parles. T'imagines le nombre d'aquariums que je me fais à Dubaï? Que je fais faire à Tu crois que dans la gigante tour là à Dubaï, tu peux mettre combien d'aquariums par pièce? De toute façon, tu demandes, ils se démerdent, ils modifient la dalle et tu peux mettre l'aquarium que tu veux. Ah, d'accord. Moi, tu me diras, c'est quand tu vois The Rock qui monte là, dans Skyscraper, là, je vais faire du point en tout cas. C'est un film. Ah. C'est un film. Ok. Il n'est pas à Dubaï, il est dans un studio avec des fonds verts, des cordes de partout, et des effets spéciaux. Tu sais. Non, je crois que c'est pour de vrai les films. Et tu sais que le Papa Noël, il n'existe pas. On peut le mettre ça sur YouTube. On va s'arrêter là. C'est encore là? Les enfants, faut pas regarder. Ne regardez pas ces émissions de l'aquariophilie, c'est nul. Au secours. Il y a plein de poissons qui passent leur temps à se reproduire. Il faut pas que vous regardiez ça. Non, c'est dangereux ça. Ah, ouais. Voilà. Les mamans discus qui mettent leurs mamelles à l'air pour nourrir leurs petits, c'est une honte. Ah ouais, non, ça va se faire picorer, là, c'est catastrophique. Et puis alors, il y a des poissons noirs, des poissons jaunes. C'est... Non, il faut interdire tout ça aux enfants de moins de 20 ans, parce que sinon, ça va les traumatiser. Ah, c'est bon aussi, moi, je peux voir. Là, pour ça, les années 80 me manquent. Donc t'as fait une interview années 80? Hein? T'as fait l'interview années 80?
un interview dans les années 80. Ah bah oui. Ouais. Ça fait années 80, hein, l'interview avec le cigare, c'est stylé. C'est stylé, Ah, ouais, il c'est manquait le petit verre de cognac. Et Méga stylé. la petite voiture de 1964 ou 65, je sais plus. Putain, ça c'est... Ouais. Ça, Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez-y, parce que franchement, ça vaut le coup. je l'ai pas conduit, mais j'ai kiffé. Hein. Ça s'est vu sur ton visage. J'ai drôlement kiffé. Hein. Ça, c'était... Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai kiffé, c'est quand tu m'as mouillé avec le tuyau d'eau. Ouais. Ah bah oui, hein, tu t'es mis devant, hein, t'as voulu me là, filmer, super. hein, bah, c'est bien fait pour ta gueule. Nickel, super. Bravo, on peut plus faire confiance. Ah bah oui, heureusement qu'il est étanche ton téléphone. Ouais, un peu. Un peu Ouais. Et PX6. J'espère. Pour le prix, j'espère qu'il va sous l'eau. Ouais, il va sous l'eau. Bon, ça va. Faut Continue. pas enlever le stylet par contre, parce que là, ça fait... Il coule. Tu vois que ça enregistre encore? Je sais pas. T'as plus de batterie, alors s'il faut, ça Ouais, fait je 10 sais. minutes, c'est éteint. Je réfléchis, mais je pense que j'ai même pas appuyé sur le bouton record. Ah bon, ça va. Donc, On peut la refaire, hein. Ouais, on va la refaire. Allez. Tu reprends le papier. Allez, question numéro 1. Allez. Les moustiques. Ah,